Vivre de chronométrie et d'eau fraîche, chers amis, c'est un petit peu le programme du jour en direct du Locle, en direct de la manufacture Zénith, où je vais rentrer dans le détail du patrimoine pour aller vous parler évidemment de chronométrie avec le calibre 135 et les magnifiques pièces qu'on découvrait l'année dernière chez Georges Favre-Jacot, ces trois lettres qui font un petit peu la différence chez Zénith. Évidemment, comment ne pas parler du développement du premier mouvement de chronographe intégré automatique avec le mouvement El Primero, et enfin toute l'innovation autour des boîtiers à la fin des années 60 et dans les années 70 avec le grand nom de défi pour un petit coffre-fort. C'est aujourd'hui en direct du Locle et de chez nos amis de Zénith, et c'est seulement sur les Rabilleurs. Vous l'aurez compris, si aujourd'hui on se trouve chez Zénith au Locle, c'est vraiment pour parler de ce qui a fait la renommée nationale et évidemment internationale de cette magnifique marque. Aujourd'hui, on abordera les sujets de la chronométrie, on abordera le sujet du chronographe automatique et on abordera le sujet du design et de l'innovation technique avec la défi. Et si je vous présente ces trois modules, si je puis dire, dans cet ordre, c'est que j'ai voulu respecter tout simplement la chronologie des faits et des éléments marquants. Commençons donc par la chronométrie. Évidemment, même si mon but aujourd'hui, ça va être de vous parler des années 40 et des années 50 avec les magnifiques concours d'observatoires qui ont été remportés par Zénith, on ne peut pas ne pas mentionner qu'à la fin du 19e siècle déjà, Zénith envoyait des calibres, alors des calibres avec davantage de lignes évidemment que les montres bracelets, c'était pour des montres de poche, au concours d'observatoires, des calibres qu'on appelait V ou S en fonction des calibres verts, c'est-à-dire avec l'avant de la montre ouvert, ou S pour savonnette, 1, 2 ou 3. Bref, à la fin du 19e déjà, on envoie ces calibres se faire observer dans les observatoires, en particulier à Neuchâtel. Mais ce qui a véritablement fait la renommée de Zénith en matière de chronométrie, c'est son calibre 135. Et ce calibre 135, il va être développé à partir du milieu des années 40, en fait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale par Ephrem Jobin, qui est un horloger qui conçoit des mouvements ici à la manufacture Zénith. Et ce calibre, il aura des particularités techniques évidentes qui vont l'emmener gagner beaucoup de concours d'observateurs. On parle tout de même de 235 prix de chronométrie et 5 premiers prix d'affilée entre 1950 et 1954. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce calibre 135? Déjà, 135. 13 lignes, c'est pour la taille, on parle en ligne pour calculer la taille des mouvements. Ici, légèrement en dessous des 30 mm, 29 et des poussières. Et le 5, c'est pour l'épaisseur du calibre qui fait 5 mm. Vous comprenez mieux, donc c'est calibre 13,5 si vous voulez, pas 135. Et donc d'un côté, on va développer le calibre qu'on appelle 135O, O pour observatoire, des calibres qu'on n'aurait même pas emboîtés, qui ne sont pas faits pour être emboîtés, qui vont être mis, vous savez, dans cette petite boîte d'observatoire qu'on va envoyer pour les concours de chronométrie et remporter le plus de prix possible. C'est le calibre 135O. Et vous allez avoir, alors dans des petites séries, mais le calibre 135 tout court, qui va lui équiper des montres de série. Petite anecdote, entre le 135O et le 135, la plus grosse différence se joue au niveau de la raquetterie. Donc vous savez, sur le pont de balancier pour venir régler le spiral, sa course, et justement venir finement aller chercher de l'avance ou du retard. Sur le 135O, c'est de la raquetterie qui est un petit peu complexe, alors que sur le 135, vous pouvez être au fin fond du monde, trouver un horloger qui sait régler une raquette classique, et il pourra le faire. Ce mouvement, on le reconnaît immédiatement puisqu'il a un balancier qui est beaucoup plus large qu'à l'habitude. Et surtout, on le remarque sur la carrure du balancier, vous avez toutes ces petites masselottes vissées que l'horloger régleur va pouvoir venir toucher si jamais il veut venir apporter de l'avance ou du retard à la montre. Et le fait d'avoir un grand balancier va apporter davantage d'inertie, puisqu'on parle aussi d'un calibre à basse fréquence, entre guillemets, avec 18 000 alternances par heure. Ce calibre, il va être produit de 1949 à 1962, mais ce n'est pas pour autant que c'est la fin de la chronométrie et des grands prix chez Zenith, en particulier en 1968 avec l'implantation du calibre 50-11, qui va plutôt équiper les chronomètres de marine et qui va aussi remporter de nombreux prix de chronométrie. Vous savez, malheureusement, le début des années 70, et en particulier avec le développement des calibres à quartz, va un peu mettre à mal le système d'observatoire et de concours de chronométrie qui vont progressivement s'arrêter, malheureusement. Le retour du calibre 135, il se déroule en 2022, quand vous avez une idée qui est juste magnifique de réunir trois grands esprits de l'horlogerie, à savoir d'un côté la maison Zénith, de l'autre Kari Voutilainen, le brillant horloger Kari Voutilainen, et la maison Philips.
et Aurelbax, typiquement qui représente la partie, le pôle horloger, l'association horlogère, avec la maison de vente Philips. Ce projet de la Zenith Calibre 135 Observatoire, il est juste brillant parce qu'en fait, en mettant tous ces beaux esprits en commun, en allant prendre des calibres originaux qui ont remporté les premiers prix de concours de chronométrie entre 1950 et 1954 et en venant les installer dans un boîtier en platine avec voilà, beaucoup de détails empruntés aux montres du début des années 50, vous allez avoir cette montre tout à fait exceptionnelle, une édition limitée à 10 pièces, en tout cas avec ce cadran noir. Il y a une pièce avec un cadran légèrement rosé, puis évidemment il y a un prototype pour la manufacture Zenith et pour ses archives qui est extrêmement important. Bref, quoi qu'il en soit, cette montre en 2022, c'est la deuxième vie du calibre 135. Mais heureusement, l'histoire de ce beau calibre ne s'arrête pas là. D'ailleurs, il est extrêmement brillant pour Zenith d'avoir été chercher ce calibre qui a fait sa renommée dans les années 50 et les années 60 en matière de chronométrie, de l'avoir remis au goût du jour, à la fois en 2022, chers amis, mais surtout en 2025, lors de la présentation à Watches and Wonders de la ligne Georges Favre Jaco, G, F, J, trois lettres qui font toute la différence. Ces trois lettres, elles font toute la différence puisque Zenith a décidé de remettre le calibre 135 au goût du jour, non pas en allant chercher les calibres originaux des années 50, mais en reconstruisant un nouveau calibre en 2025. Ce calibre, évidemment, même s'il s'inspire très largement du calibre 135 d'origine, il a dû être repensé totalement pour être emboîté et pour être travaillé aujourd'hui avec des matériaux différents, des technologies qui sont différentes, tout en respectant la simplicité, avec des grands guillemets, du mouvement d'origine. Et donc on le découvrait l'année dernière avec une pièce stupéfiante dont on n'avait pas l'habitude chez Zenith, cette Georges Favre Jaco, cette première édition avec un cadran en lapis lazuli. Pour la petite seconde, il a été choisi une nacre qui a été légèrement bleuie, non pas à la flamme comme les aiguilles, vous en doutez bien, mais en tout cas qui a été teintée et qui est bleu pour aller de concert avec ce magnifique cadran en lapis lazuli. Vous aviez un boîtier en platine et surtout, chers amis, au dos de la montre, on pouvait découvrir à travers le fond saphir ce beau calibre, ce beau et fin calibre 135 de nouvelle génération, avec ce côté déjà argenté, contrairement au côté doré qu'on pouvait avoir par le laiton dans le passé. Et surtout, il y avait ce motif des briques qui représente en fait la manufacture ici au Locle. Si un jour vous avez l'occasion de passer devant ou de vous déplacer pour venir la voir, ici vous avez l'omniprésence de briques. Donc c'était vraiment un clin d'œil à la manufacture, à son histoire et au grand nom de Georges Favre Jaco. Ce calibre 135 de nouvelle génération, ce n'est pas juste un coup d'épée dans l'eau, mais vous vous doutez bien que Zenith, pour les prochaines années, et a priori pendant un temps assez stable, va vraiment s'appuyer sur ce calibre pour y mettre des complications et apporter un tas d'autres choses et vraiment réappuyer sa communication de chronométrie sur cette magnifique ligne de montre. Voilà le premier pan. Alors, petit pan, évidemment, je n'ai pas développé à 100% toute l'histoire de la chronométrie chez Zenith. Vous avez en tout cas la partie moi, qui me fascine le plus, celle du calibre 135, qui a pu renaître de ses cendres en 2025 grâce au très beau travail de Zenith. Maintenant, on va aborder un sujet qui est un sujet comme ça et que je vais essayer de vous faire comme ça, avec un peu tous les éléments clés, les éléments marquants. Cette histoire, c'est l'histoire du chronographe El Primero, ou le premier pour les hispanisants. Il faut commencer déjà par une anecdote importante. Et souvent d'ailleurs en horlogerie, ça se déroule ainsi, c'est-à-dire que pour aller chercher des savoir-faire, des marques vont racheter des fournisseurs. Alors il faut avoir l'intelligence de le faire, il faut le faire au bon moment et il faut s'en servir de la meilleure des manières. Pour Zenith, c'est le cas en 1960. Zenith va racheter le pourvoyeur de chronographes Martel, M-A-R-T-E-L, qui a fait notamment des chronographes, le calibre 285 chez Universal Genève, qui va s'appeler le calibre 146 chez Zenith. Mais en tout cas, Zenith va s'appuyer sur les savoir-faire de Martel pour déjà penser l'avenir et en particulier penser le premier mouvement de chronographe à remontage automatique. Alors là, vous avez envie de me dire, ouais, en fait, on la connaît la chanson, dans les années 60, tout le monde veut être le premier. Est-ce que c'est Zenith qui a été le premier? Est-ce que c'est Seiko? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On va être très clair tout de suite. Zenith a eu l'intelligence au tout début de l'année 1969, je crois que c'était un 10 janvier très exactement, voyant de la concurrence arriver pour ce premier mouvement de chronographe automatique, de réaliser une conférence de presse pour dire haut et fort qu'ils travaillent et qu'ils vont bientôt sortir le premier mouvement de chronographe à remontage automatique. C'est une stratégie plutôt efficace. À noter également que Zenith avait présenté un prototype fonctionnel pour l'occasion.
Alors comme je vous le dis, dans cette décennie des années 60, il y a de nombreuses marques qui vont vouloir arriver à ce premier mouvement de chronographe automatique. Donc évidemment, vous avez Zenith d'un côté et de l'autre côté, vous avez le groupement entre Heuer, Dubois Desprats et Buren, qui va s'appuyer sur une base avec un mouvement micro-rotor et la construction d'un module par-dessus, un module de chronographe. Et donc du coup, ça ferait un mouvement de chronographe automatique. Là où j'aime bien plus la démarche de Zenith, c'est que Zenith va vouloir faire d'une part un mouvement extrêmement fin de chronographe et pour y arriver, faire un mouvement intégré de chronographe. C'est-à-dire ne pas partir d'une base pour venir y apposer un module, mais faire un mouvement de chronographe intégré. Et ce qui permet, même si c'est évidemment plus difficile et plus coûteux en matière de fonctionnement, d'avoir davantage de finesse et surtout même dans le fonctionnement que ce soit un peu plus simple. Finesse, simplicité de l'intégration, si je puis dire, et évidemment haute fréquence. C'est l'autre aspect extrêmement important de ce calibre El Primero. Et cette haute fréquence, elle ne va pas directement venir de chez Zenith, mais en fait en 1964, vous avez la conférence de la SSC, Société Suisse de Chronométrie, où vous avez des fournisseurs qui vont un peu présenter leurs produits, et vous avez la société FAR, Fabrique d'assortiment réunis, qui viendra à Nivarox par la suite, qui va présenter un nouveau système d'assortiment avec donc balancier spirale haute fréquence. Évidemment, ça va tout de suite intéresser Zenith, qui va se lier avec cette fabrique d'assortiment réunis pour la haute fréquence et qui va permettre justement d'ajouter cet onglet haute fréquence au mouvement de chronographe automatique. Autre chose aussi de très important, c'est que ce n'est pas seulement la course pour réaliser le premier chronographe automatique, mais qui veut dire premier chronographe automatique veut dire aussi l'opportunité finalement de changer sa ligne de production, parce qu'avant on venait régler les chronographes, en tout cas quand on les assemblait avec les pièces et la façon dont on faisait les pièces, on venait par exemple limer certaines pièces en fonction des fonctions du chronographe. Et là, l'idée de Zenith dans les années 60, c'est de se dire on va créer ce mouvement de chronographe automatique, mais en plus on va changer l'outil de production, on va changer la chaîne de production pour avoir une uniformisation des pièces du chronographe, notamment en étampant directement toutes les pièces du chronographe pour que tout soit déjà à la forme et qu'on n'ait pas besoin de régler les pièces par rapport aux autres, ce qui était un peu l'ancienne façon de faire des chronographes. Et El Primero, le projet El Primero présente justement cette nouvelle opportunité. C'est pour ça qu'en fait, ce projet El Primero des années 60, il va prendre beaucoup de temps. Parce qu'entre le début du développement de l'idée en 1962 jusqu'à sa présentation, on va dire finale, en 1969, il s'est passé du temps et ce temps long s'explique par évidemment toutes les contraintes techniques de ce mouvement-là et le cahier des charges assez strict de Zenith, mais en plus le changement de l'outil de production, le changement de la chaîne de production qui se modernise. D'ailleurs ici, je dois absolument vous le marteler sans faire un mauvais jeu de mots, mais en tout cas, El Primero, ce n'est pas le nom d'un mouvement, c'est le nom d'une ligne, une ligne de montre, et le calibre qu'on appelle El Primero s'appelle en réalité calibre 3019 PHC. P pour perpétual, donc le côté automatique, H pour les heures, il y a un compteur des 12 heures du chronographe, et C pour le calendrier, donc le fait d'avoir une date ici entre 4 et 5 heures sur les cadrans. Alors dans cette ligne El Primero, on va d'abord avoir des références en or qui vont sortir des magnifiques références avec à la fois des boîtiers simples, parfois des boîtiers un peu plus complexes. On a eu l'occasion ici avec Valentin de découvrir des boîtiers aux cornes tout à fait stupéfiantes dans des états incroyables. En même temps, ça fait partie de la collection Icon qui sont mises en vente chez Zenith, qui sont des montres anciennes qui ont été entièrement ou bien restaurées, en tout cas vérifiées, qui respectent exactement leur cahier des charges d'origine. Donc en tout cas, bref, tout ça pour vous dire que les premières références, en particulier, je pense à la référence G581 et après il y aura la G381 et G382, sont des références en or et ce sont les premières qui vont apparaître quand on parle de ligne El Primero. Ensuite, évidemment, on aura la présentation des pièces iconique, j'ai envie de dire, la A386 en acier, qui est la première montre tout simplement à avoir les 3 compteurs, donc petites secondes totalisateurs des heures et des minutes, de 3 couleurs différentes. Et ce que j'aime énormément sur cette montre, c'est le fait que les sous-compteurs se mangent un petit peu. C'est un détail finalement parce qu'ils sont assez gros sur le cadran. On se dirait que sans voir la montre, ça va être n'importe quoi et en fait l'équilibre est parfait. Voilà pour le deuxième pan de notre voyage au XXe siècle horloger chez Zenith. Donc le calibre de chronographe El Primero, premier calibre de chronographe automatique intégré chez Zenith.
qui a quand même dû un peu tout mettre sans dessus dessous pour pouvoir changer, améliorer sa ligne de production, avoir un chronographe à haute fréquence, avoir un chronographe intégré, avoir un chronographe fin. Ce que j'aime beaucoup, chers amis, c'est quand on se balade dans la manufacture Zénith, à l'endroit où on étampe encore des pièces, on voit toutes les étampes originales qui ont été fabriquées par Zénith dans les années 50 et 60. Vous savez, cette histoire un peu magnifique de Charles Vermeau qui va cacher tout ça quand le quartz commence à apparaître et on se dit finalement le mécanique est foutu, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et après, Charles Vermeau va ressortir cet outil de production qu'il avait voulu cacher, protéger de la destruction. Et ces machines-là servent encore aujourd'hui pour le calibre 400 El Primero chez Zénith. Et parfois, même si on veut étamper des pièces pour restauration, parce que l'atelier de restauration Zénith est une réalité importante, il faut bien utiliser ces outils originaux. Ça, c'est la beauté de Zénith, c'est que Zénith fabrique la grande majorité de son outillage, voire la quasi-totalité de son outillage en interne. Jamais une telle précision n'a été aussi bien protégée. Ça, c'est une phrase qu'on pouvait lire sur les brochures de présentation de Zénith Défi. Zénith Défi, en fait, est né dans les années 60, voyant que le développement du mouvement de chronographe automatique prenait un peu de temps. Zénith avait plein d'autres projets en tête, dont celui d'innover sur ces boîtiers de montre. Donc en fait, Défi va apparaître à la fin des années 60 et au départ, c'est pour un peu justement protéger ces innovations. Quand je dis protéger, c'est-à-dire enfermer dans un boîtier, vous allez le voir, un peu particulier, les mouvements, les mettre au chaud et justement dans un souci de précision, les protéger pour leur éviter de ressentir les chocs et donc d'abîmer la précision. L'innovation de ces boîtiers Zénith Défi, c'est justement la suspension élastique. Et ça, c'est magnifique quand on regarde les brochures explicatives d'époque. On voit en particulier que le mouvement est compris entre deux parties qui sont mises en suspension au sein du boîtier, ce qui permet pour les petits chocs du quotidien, qui sont finalement ceux qui vont le plus affecter la précision d'une montre, d'absorber ces chocs et de faire que le mouvement soit moins atteint. Et qui dit mouvement moins atteint dit balancier avec moins de chocs et donc une précision davantage respectée. Évidemment, ce n'est pas sans rappeler une manufacture japonaise quand on parle de montres avec une suspension élastique. Et une autre anecdote complètement dingue qui nous a été racontée ici par Laurence du Patrimoine, qu'on remercie énormément pour nous avoir reçus, ainsi que évidemment toute l'équipe Zénith. On balançait les montres par la fenêtre. Alors vous allez me dire, mais en fait, tu racontes n'importe quoi, mais en fait, c'est vraiment le cas. Déjà qu'à l'époque, évidemment, les lignes de production chez Zénith, vraiment, la cadence était assez énervée entre, d'un côté, la production des premiers calibres de chronographe automatique, de l'autre, les premières Zénith Défi. C'était tout simplement quelques commerciaux à l'époque qui s'amusaient à balancer les montres par la fenêtre, justement pour tester si la suspension élastique qui était tant mise en avant était efficace. Et évidemment, même si la glace de la montre morflait énormément, le mouvement, lui, était intact et sa précision était toujours aussi bonne. En plus de cette innovation de suspension élastique au sein du mouvement, les boîtiers étaient finalement très étanches. On parle pour les modèles classiques, par exemple la 3642, cette référence qu'on a tous en tête, ce petit coffre-fort, était étanche à 300 mètres, quand les divers Défi, eux, étaient étanches à 600 mètres. Donc vraiment, niveau étanchéité, on a l'idée même de la robustesse. Donc voilà, finalement, cette Défi, elle vient pour dire on protège nos innovations, on protège nos calibres. En même temps, cette Défi, elle arrive à la fin des années 60, au début des années 70, où malheureusement on voit s'éteindre les concours de chronométrie qui ont tant fait de bien à Zénith. Et la collection Défi va s'épanouir jusqu'à avoir eu le retour de la Défi via la gamme Revival chez Zénith. Et aujourd'hui, la Défi fait partie de la Core Collection, finalement la collection de base classique, immuable, et vraiment la nouvelle histoire de Zénith qui s'appuie sur un design que je viens de vous expliquer. Cette Défi, elle a marqué les esprits, elle marque encore les esprits aujourd'hui chez Zénith parce qu'elle est omniprésente dans les différentes collections, que ce soit chez Défi ou chez Revival, parce que en fait, ce design qui est tant imprégné des années 70 est reconnaissable avec cette lunette à plusieurs pans qui fait un peu écho au fond de boîtier à plusieurs pans. D'ailleurs, c'est assez étonnant quand on regarde les publicités de l'époque, mais aussi l'outillage qui était développé chez Zénith. Vous aviez deux petites clés à molette, entre guillemets, pour venir vraiment serrer d'un côté le fond de boîtier, en même temps la lunette, et faire vraiment par un système de double joint de la grande étanchéité pour ces montres. Donc évidemment,
en plus de ces parties à plusieurs pans, à la fois sur le fond de boîtier et la lunette, ce boîtier qui est très courbé, qui est très en avance sur son temps, qui joue vraiment avec la lumière, on a une montre qui est innovante à l'intérieur. Et d'ailleurs, cette collection, cet esprit défi, comme l'esprit de certaines originales El Primero, ça va se retrouver finalement dans les collections aujourd'hui de chez Zenith. Vous avez 4 grandes collections. Vous avez Chronomaster, vous avez Georges Favre-Jacot, vous avez Défi et vous avez Pilote. Et à la fois dans la collection Défi comme dans la collection Chronomaster, vous allez avoir des pièces revival, c'est-à-dire qui vont s'inspirer du passé de Zenith, majoritairement pour les dessins évidemment des boîtiers, mais aussi des qualifs, même si les qualifs sont très différents aujourd'hui, sont plus innovants en termes de matériaux et de technicité. Vous allez avoir cet esprit qui est toujours respecté. Voilà, chers amis, pour cette petite aventure entre chronométrie, calibre de chronographe automatique et innovation sur les boîtiers avec la Défi. J'espère que vous aurez davantage compris un peu l'esprit de Zenith dans cette petite capsule de présentation. J'ai eu le plaisir aussi pendant cette visite évidemment de refaire un tour de la manufacture. Ça fait toujours du bien de voir à quel point Zenith fait des choses en interne. Toutes ces platines, ces ponts, les pièces du mouvement qui sont étampées, le fait de fabriquer son outillage à la fois pour les machines CNC, mais aussi pour les étampes, à la fois sur des étampes très contemporaines, mais aussi des étampes anciennes, qui font évidemment un pont exceptionnel avec l'atelier de restauration Zenith, parce qu'il faut en parler. Si vous qui nous regardez avez une pièce que vous voulez faire restaurer dans les règles de l'art, vous avez ici des horlogers qui, en plus évidemment d'être très qualifiés, ont les pièces d'origine. Il y a un stock de pièces qui est tout à fait phénoménal, de couronnes, d'aiguilles, de pièces de mouvement qu'on peut aussi refaire à l'original. Bref, cet appareil de restauration, il est très puissant chez Zenith et surtout il fonctionne à merveille. Et voilà, vous avez vraiment tout cet écosystème Zenith Manufacture qui à la fois est très contemporain pour aller toujours chercher des nouvelles pièces, des nouvelles idées, des nouvelles innovations. Et vous avez tout le passé qui a un poids aussi important finalement parce que sans l'un, on ne peut pas avoir l'autre. Et ça, vraiment, on respecte aussi beaucoup Zenith parce que c'est dans son ADN. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. On y répondra évidemment. On vous dit à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, merci.